Très bien. Donc, comme ça vient de vous être rappelé, cette conférence est liée à cette représentation théâtrale et elle constitue, d'une certaine façon, un intermède dans mon cycle sur l'Orient dans la littérature romanesque du XIXe siècle, qui va reprendre en janvier, le 23 janvier, si ma mémoire est bonne, et là où je parlerai donc du traitement romanesque d'une immense région géographique qui va de la Perse à la Chine. Et au mois de mars, ce sera le Japon. Il n'y a pas de conférence en décembre et il n'y en a pas en février. Donc janvier, mars, et je clôturerai avec le Japon qui là est encore aussi en liaison directe avec l'année japonaise organisée par la médiathèque. Donc, aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? De quoi ne vais-je pas vous parler? Je ne vais pas vous raconter l'affaire Dreyfus, tout simplement parce que ça serait beaucoup trop long, quoique tout à fait passionnant. Ce qui vous explique pourquoi je vous ai mis une chronologie de l'affaire Dreyfus, que vous avez sur pas mal de pages, qui est, à ma connaissance, la plus détaillée et la plus complète qui existe, et qui vous donne véritablement la suite des événements qui sont liés à cette affaire Dreyfus. Et vous voyez qu'est surligné en grisé ce qui concerne directement Zola. Ce qui vous permet de voir que si l'affaire commence en 1994, Zola n'est contacté qu'en 1996 et qu'il va en réalité commencer à intervenir en 1997. Au tout début, Zola ne s'intéresse pas à l'affaire Dreyfus, il n'est en cela absolument pas exceptionnel. Le seul, au départ, qui va essayer de faire revenir sur la condamnation et sur la culpabilité de Dreyfus, c'est le frère d'Alfred Dreyfus, qui est Mathieu Dreyfus, qui va contacter un sénateur qui est Scheurer Kastner, qui va être le premier homme politique à essayer de faire bouger les choses. Et ça prendra beaucoup de temps et ce sera extrêmement difficile. Donc je reviendrai donc sur ce que fait Zola, quel est le mode d'intervention que Zola a choisi, mais vous l'avez déjà dans la première partie que je vous ai mise, Zola politique. Il est important de bien se souvenir que dans la pratique d'écriture de Zola, le journalisme occupe une place extrêmement importante. C'est le cas pour beaucoup d'écrivains du XIXe siècle. Il y a deux raisons principales qui expliquent cette pratique journalistique. La première, elle est tout simplement financière, puisque les écrivains qui interviennent sur la scène journalistique sont rémunérés à l'article, alors qu'ils ne sont rémunérés pour leurs œuvres que sur une base contractuelle, avec un régime de droit d'auteur qui est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, en tout cas pour la première moitié du XIXe siècle. Et la deuxième raison, c'est que c'est pour eux un exercice d'écriture tout à fait intéressant. Il faut écrire plus rapidement, il faut rendre la copie plus vite, il faut trouver un style d'écriture qui soit conforme à ce que le journal peut proposer à des lecteurs. Et donc Zola est un de ceux qui a le mieux exprimé cette chance d'écriture qu'offre le journalisme aux écrivains, de Balzac à Maupassant, ils ont tous écrit beaucoup dans la presse, et c'est ce que vous avez, c'est la première citation que vous avez. Les articles au jour le jour écrits sur un coin de table gâtent la main, dit-on, et je suis d'avis, au contraire, que rien ne saurait l'exercer davantage. Elle s'assouplit, n'a plus peur des mots, devient maîtresse de la langue. C'est le rêve, cela. La langue doit obéir comme une esclave. Autrement dit, la finalité de l'article commande un mode d'écriture. Lorsque vous lisez Illusion perdue de Balzac, vous voyez très bien que l'écriture journalistique telle que l'a décrit Balzac, c'est exactement ça. C'est l'art de la rapidité, de la vivacité, de trouver la formule qui va faire choc, de trouver le mot qui convient. Et ça, pour un écrivain, c'est véritablement un exercice de style qui est tout à fait bénéfique.
Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup d'écrivains qui savent écrire pour la presse. Je ne sais même pas qui sait écrire pour la presse maintenant, d'ailleurs. Donc, lorsque Zola va intervenir dans l'affaire Dreyfus, il va le faire sur un mode journalistique, sachant que, en même temps que les articles paraissent dans la presse, Zola les sort également sous forme de brochures. Il y a une double diffusion des textes de Zola. Alors, dans quelles circonstances Zola va-t-il intervenir? Donc, en 1996, si vous vous reportez à la chronologie, page 3, en novembre, Bernard Lazare, qui s'est joint à Mathieu Dreyfus, tente de mobiliser ce qu'on n'appelle pas encore les intellectuels. Je reviendrai sur l'apparition du terme intellectuel. Et donc il a besoin de convaincre qui? Des personnalités du monde des lettres et du monde politique. Pourquoi? Parce que la résonance des textes littéraires, des textes journalistiques peut être décisive, et les hommes politiques peuvent eux aussi entrer dans la mêlée et tenter de faire revenir sur les décisions qui ont été prises par le tribunal et qui ont condamné Dreyfus. Eh bien, Zola n'est pas convaincu à ce moment-là. Et très très peu d'écrivains le sont à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pour eux, à partir du moment où le tribunal militaire a condamné Dreyfus, c'est qu'il avait de bonnes raisons. C'est qu'il avait un dossier solide. C'est que la culpabilité de Dreyfus ne pouvait faire aucun doute. Surtout que c'est tout l'état-major de l'armée française qui va dans le sens de la condamnation. Et le prestige de l'état-major de l'armée française dans ces années de fin de Troisième République est naturellement considérable. Si vous touchez à l'armée, vous touchez à la nation. Dès lors, on ne va pas revenir sur une décision de jugement qui semble ne faire absolument aucun problème et n'appeler aucune contestation. Mais, au sein de l'armée, il va y avoir l'intervention décisive du colonel Picquart. Le colonel Picquart qui dirige le service de renseignement et qui s'aperçoit que le dossier de l'affaire Dreyfus est particulièrement douteux. Et là, il va essayer de mettre une machine en branle pour contester à l'intérieur de l'armée la décision du tribunal militaire. Et c'est ça, au fond, je dirais, l'événement décisif. C'est l'intervention du colonel Picquart, qui avait pris la succession du colonel Santerre, qui avait démissionné du service de renseignement pour raison de santé. Il était atteint de syphilis tertiaire et il était absolument incapable de tenir la route. Et il y a donc le fameux bordereau, qui semble indiquer la culpabilité et dont on s'aperçoit que c'est un faux, qu'on a appelé le faux Henri, du colonel Henri, et que, évidemment, tous les partisans de la condamnation de Dreyfus vont qualifier de faux patriotique. Si Henri a fait un faux, c'est parce qu'il fait un faux plausible et qui va tout à fait dans le sens de l'accusation. Si ce document est faux, il est dans l'esprit de la trahison. Vous voyez, là, le raisonnement devient assez scabreux. Mais tous les anti-Dreyfusards vont aller dans ce sens-là. Et donc Zola va être informé de tout cela, et en 1897, c'est ce que vous avez, page 4, Bernard Lazare rend visite à nouveau à Zola, et là, Zola va être ébranlé, en se disant, il y a là quelque chose qui semble bien indiquer qu'il y a eu une manipulation, et que cette manipulation est peut-être le signe de l'innocence de Dreyfus. Et toute une série de réunions ont lieu, et le 25 novembre, dans Le Figaro, Zola écrit
le premier texte en faveur de la cause dreyfusiste. Donc nous sommes en novembre 1897. Voilà le point de départ effectif de l'intervention de Zola, donc sous forme d'un article de journal dans le Figaro. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous reproduire une bonne partie des articles de Zola. Alors pas tous, hein, parce qu'il y en a eu énormément. Donc les articles qui précèdent J'accuse, une partie de l'article J'accuse sur lequel je reviendrai, et les articles après J'accuse. Pour bien insister sur un fait, c'est que Zola, il est dreyfusard avant J'accuse. Et que les textes de Zola paraissent avant J'accuse, qui est évidemment le texte qu'on associe immédiatement à Zola à propos de l'affaire Dreyfus, et qui n'est pas du tout le premier texte de Zola. Et ensuite, donc, il écrit en décembre, vous voyez que le calendrier s'accélère. Hein. Premier article de Zola le 25 novembre, le 1er décembre, deuxième article de Zola, toujours dans le Figaro, intitulé « Le syndicat ». Donc là, je vous en ai mis un extrait, on y reviendra. Le 5 décembre, troisième article, procès verbal. 14 décembre, lettre à la jeunesse. Donc vous voyez, la fin de l'année 97, Zola ne cesse d'écrire, ne cesse de publier. Et c'est en 1898, le 13 janvier, qu'il y a la publication de J'accuse, donc qui a été précédée de 4 textes. Et là, pourquoi est-ce que Zola écrit J'accuse? Parce que il a compris que la seule façon de véritablement ébranler l'opinion, c'était un procès. Et Zola provoque le procès avec l'article J'accuse. Car le procès, dans son esprit, va nécessairement faire éclater la vérité. Pour Zola, l'obsession, c'est la vérité. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Hein. C'est la célèbre formule de Zola. J'accuse, c'est ça. C'est un acte délibéré d'intervention politique pour qu'il y ait un jugement et que Zola puisse s'exprimer au cours du jugement, qu'on puisse faire venir tous les témoins et qu'ils soient tous obligés de s'expliquer. Mais bien entendu, le procès ne va pas tourner à l'avantage de Zola. Car la justice, sous pression du gouvernement, sous pression de l'armée, décide qu'il ne faudra pas parler de l'affaire Dreyfus. Qu'il ne faudra pas, c'est la formule célèbre du président du tribunal, la question ne sera pas posée. À chaque fois qu'on veut revenir sur l'affaire Dreyfus, non, il bloque. Car il veut s'en tenir à la stricte lettre de ce qui peut incriminer Zola du point de vue judiciaire. Donc, venons-en au texte que j'accuse. Je reviendrai sur les textes précédents, mais pour bien situer ce point de la provocation. J'emploie délibérément le terme de provocation parce que c'est exactement ça. Zola provoque. Alors, dans quelles circonstances J'accuse a-t-il été écrit? Donc là, vous allez directement à la page 16. Le titre initial est un titre tout à fait typique du journalisme de l'époque, c'est-à-dire qui désigne la nature du texte que la presse reproduit. En l'occurrence, lettre à M. Félix Faure, président de la République. Et on sait que le titre J'accuse n'est pas de Zola, c'est Clémenceau qui dirige le journal L'Aurore, parce que Clémenceau était entré en contact avec Zola, Clémenceau a été en contact avec tous les Dreyfusards, et Clémenceau décide d'intervenir. Et c'est Clémenceau qui lui dit dans votre titre n'est pas bon. Regardez le début de tous vos paragraphes, j'accuse un tel, j'accuse un tel, votre titre c'est J'accuse. Sur 6 colonnes à la une, en très grosses lettres, et là c'est un coup de génie journalistique. Parce que évidemment, pour les vendeurs de journaux dans la rue, c'est beaucoup plus facile de dire
Zola écrit J'accuse que Zola a écrit une lettre au président de la République. Donc, sur le plan publicitaire, c'est absolument un coup de maître. Clémenceau fait passer le tirage de l'Aurore à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui vont s'arracher, et à partir de là, est mise sur la place publique, aux yeux de l'opinion, la provocation de Zola. Et 300 000 exemplaires, hein, quand même, pour ce journal qui tirait à 30 000. Hein. Là, il a multiplié par 10. Et donc, que dit Zola? Quel est le prétexte de Zola? C'est l'acquittement d'Esterhazy, qui avait été mis en cause et dont on disait que c'était lui qui était le traître. Et Esterhazy est soutenu par toute l'armée et il est acquitté. Donc là, le scandale est absolument massif. Hein. Et Esterhazy, en plus, qui avouera après avoir été effectivement l'auteur du fameux bordereau. Du fameux bordereau qu'on avait retrouvé dans la poubelle de l'ambassade d'Allemagne. Vous vous souvenez de l'histoire, ce sont les femmes de ménage de l'ambassade d'Allemagne qui sont des agents du service de renseignement qui vont chercher les papiers, dans les corbeilles à papier. On est dans de l'espionnage très primitif, hein, en réalité. Il n'y avait pas encore les broyeuses de documents. Et donc, elle mettait tous les petits bouts de papier, elle les mettait dans des cornets en papier qu'elle venait déposer au service de renseignement de l'armée. On reconstituait les documents, morceau par morceau, et c'est là qu'on avait eu la fameuse lettre de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, le colonel, il était commandant, le colonel Schwarzkoppen. Hein, donc vous avez l'accusé de réception d'une proposition de documents militaires secrets, dont le système de freinage du canon de 75 et le nouveau manuel de campagne pour l'infanterie, que seul un officier d'état-major pouvait proposer, parce que seuls les officiers d'état-major avaient connaissance de ces documents secrets. Or, Dreyfus travaillait pour l'état-major. Bref, donc l'acquittement d'Esterhazy, pour Zola, c'est absolument inacceptable. Et donc là, en 2 jours, les 11 et 12 janvier, il écrit J'accuse, qui est un texte très très long, hein, qui fait toute la une de l'Aurore et qui se prolonge sur la page 2. Ce qui fait que certains ont mis en doute le fait que Dreyfus ait été capable d'écrire un tel texte en 2 jours. Non, il l'a bien écrit en 2 jours. Vous avez dit Dreyfus. Que Zola, pardon, avait écrit ce texte en 2 jours. Il l'a fait, mais il avait évidemment accumulé toute une documentation au fil du déroulement de l'affaire. Donc il a tout simplement synthétisé tous les documents qu'il avait et il a trouvé cette rhétorique, hein, de tous les paragraphes qui commencent par J'accuse. Alors il y a un certain nombre d'erreurs dans les affirmations de Zola qui ne sont pas bien graves. Hein. Il accuse par exemple Dupaty de Clam d'avoir joué un rôle beaucoup plus important que Dupaty de Clam en a joué. Il accuse Gons et d'autres d'avoir joué un rôle plus important, mais peu importe. En fait, il a voulu cibler nommément tous les membres de l'armée qui avaient pu jouer un rôle dans l'affaire Dreyfus. Et donc, il faut, l'objectif, dénoncer ce qui représente à ses yeux une véritable souillure, qui est l'acquittement d'Esterhazy, et démonter ce qui a été pour lui le mécanisme de l'affaire, visant à faire de Dreyfus le coupable idéal, et toutes ces accusations vont aboutir, sous la forme d'une fougue pamphlétaire qui a été remarquablement maîtrisée par Zola, à la fameuse péroraison de cet article, hein, que je vous ai mis, page 17, en gras, qu'on va relire. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délais de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine, ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire
pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Un moyen révolutionnaire. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. On ne saurait n'être plus clair. Par conséquent, venez m'arrêter, venez me présenter au tribunal, et sous-entendu, on va s'expliquer. Pour pouvoir démentir ce que vous appelez diffamation, il va falloir apporter les preuves. Et c'est là que ça coince. Parce que, évidemment, l'armée ne va pas apporter les preuves de la manipulation à laquelle elle s'est livrée. Donc il faut trouver toutes les manœuvres dilatoires possibles pour que la dite vérité ne soit pas dite. Et c'est là, l'échec de Zola, si vous voulez, il est là. Enfin, échec, entendons-nous, l'échec judiciaire de Zola, parce qu'il il va être condamné. Il va être condamné. Et alors, la condamnation de Zola, revenons à la chronologie, elle est la condamnation maximale que l'on pouvait donner dans ce cas d'affaires judiciaires, qui est le procès s'ouvre le 7 février 1998, c'est rapide, hein, vous voyez, hein. Publication de l'article le 13 janvier, procès le 7 février. C'est pas la justice d'aujourd'hui où il faut attendre je ne sais pas combien d'années. Hein. Là, le délai est vraiment très très court. Hein. Et il y a deux accusés, donc Zola, auteur de l'article, et le gérant de l'Aurore, Périnx, hein, qui reçoivent l'assignation à comparaître. Et parmi les principaux témoins qui sont convoqués, eh bien, il y a le colonel Picard, qui lui va dire ce qu'il a trouvé, les faux documents, la manipulation. Ensuite, regardez la chronologie, hein, 11 et 12 février, c'est Picard. 17 février, le général de Pellieu, donc le général de Pellieu, il est chef d'état-major, qui fait allusion au faux Henri. Le 18 février, le général de Boisdeffre, et le général de Boisdeffre qui dit très clairement, si vous voulez que l'état-major démissionne et que l'armée française ne soit plus en mesure de vous défendre, dites-le. Donc là, le tribunal est évidemment un peu sur la réserve. L'avocat général Van Cassel fait sa réquisition réquisitoire le 21 février. Zola fait une déclaration au jury et va commencer la plaidoirie de Lamoury, hein, le grand avocat qui a été choisi pour défendre Zola, qui va faire une défense extrêmement agressive, qui justement va encore plus indisposer le président du tribunal, puisque à chaque question que Lamoury pose sur l'affaire Dreyfus, la question ne sera pas posée. La question ne sera pas posée. La question ne sera pas posée. Eh bien oui, tout simplement, non, le procès, ce n'est pas revenir sur l'affaire Dreyfus, le procès, c'est les diffamations de M. Zola. Donc Zola est condamné au maximum de la peine possible, donc c'est 1 an de prison et 3 000 francs d'amende. Je rappelle que le franc de l'époque, il faut multiplier environ par 4 pour avoir un équivalent arithmétique, ça fait environ 12 000 euros, multiplié par 10 en pouvoir d'achat. Alors Zola a tout à fait les moyens de payer ça, mais c'est l'année d'emprisonnement qui est évidemment la plus embêtante pour lui. Et donc, on va se pourvoir en cassation. Le pourvoir en cassation, c'est le 26 février. Et c'est très rapide, hein, et il faut rester dans des délais très très rapides hein, pour un pourvoi en cassation. Et un autre procès va intervenir contre Zola, c'est le 9 mars. Alors ce sont les 3 experts graphologues qui ont été accusés par Zola de cautionner un faux, en disant que oui, c'est l'écriture de Dreyfus.
Il y a même il y avait Bertillon qui avait été convoqué aussi, le grand expert en anthropométrie et en graphologie. Alors lui, il n'a pas déposé plainte. Et Bertillon avait eu cette interprétation absolument extraordinaire. Dreyfus a délibérément trafiqué sa propre écriture pour faire croire que ce n'était pas lui qui avait écrit. Le raisonnement est admirablement tordu. Il a réussi à convaincre le jury quand même. Oui. Hein. Et il a fait des graphiques, il a fait une démonstration sur un tableau en disant, vous voyez, les lettres ici qui sont tremblées, eh bien, elles sont tremblées délibérément par Dreyfus pour qu'on ne reconnaisse pas son écriture, mais ce tremblement montre bien que c'est de la main de Dreyfus. Je passe sur la validité scientifique de la chose. Donc, là, il ne comparait pas aux assises pour ça, c'est en correctionnel, et il a été également condamné pour cela. Alors, à partir de là, va se mettre en branle véritablement une guerre ouverte entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, mais autour du cas Zola. Il va y avoir une sorte de déplacement, si vous voulez, qui va faire de Zola non seulement le défenseur d'un traître, mais un traître à la nation française. Et on va attaquer Zola, mais d'une manière absolument immonde, obscène. On le traite dans la boue. On va le traiter de pornographe, d'Homère de l'égout. Parce que non seulement on attaque Zola pour la prise de position de J'accuse, mais on va l'attaquer en tant qu'écrivain. C'est plus ennuyeux. Ben oui, mais c'est à cause que la littérature naturaliste avait été assez contestée, il y avait eu des tas de débats littéraires autour du naturalisme, et déjà en années 85, en 85, on disait que Zola était privilégié une sorte de littérature obscène. Bon, je ne reviens pas là-dessus, ça nous entraînerait trop loin. Et donc, il va y avoir la constitution de deux camps véritablement opposés, leur pétition de chaque côté, création de comités de chaque côté. On va vouloir réaliser une médaille en l'honneur de Zola, et en face, il va y avoir évidemment tout ce qu'on peut faire pour attaquer Zola, pour le faire condamner. Et la Cour de cassation annule pour vice de forme le jugement du 23 février. Donc dans ce cas-là, ça peut repartir sur un nouveau procès. Et c'est le 2 avril, le 8 avril, les juges du Conseil de guerre, qui a acquitté Esterhazy, maintenant vont entrer dans la danse, puisque le Conseil de guerre qui avait acquitté Esterhazy a été également attaqué par Zola. Il se porte partie civile. Deuxième procès de Zola, le 23 mai. Vous voyez que le calendrier est évidemment, il est vraiment frénétique, hein, comme toute l'affaire Dreyfus. Et donc, le deuxième procès qui a lieu à Versailles, Laborie se repourvoie en cassation, ce qui suspend les débats. Et là, il va y avoir l'article le plus calomnieux contre Zola, publié par Judet dans le Petit Journal, qui, pour s'en prendre à Zola, va s'en prendre à son père. Son père avait été engagé dans la Légion étrangère, et on est allé chercher une suspicion de détournement de fonds par le père de Zola. Et en disant, bah, tel père, tel fils. Et là, Zola va être, c'est probablement l'article qui a le plus affecté Zola. Qu'on s'en prenne à lui, il y était prêt. Mais qu'on aille fouiller dans des documents dont l'authenticité est plus ou moins contestée pour attaquer son père, ça, il l'a vraiment très mal pris. Et il a déposé une plainte en diffamation contre l'auteur de cet article. Toujours dans la foulée, Zola se présente pour la énième fois à l'Académie française. Il avait toujours été blackboulé, mais là, il obtient 0 voix. Hein, parce que l'Académie française est totalement du côté anti-Dreyfusard, et évidemment ne peut absolument pas accorder quelque crédit que ce soit à Zola, qui ne sera jamais élu à l'Académie française. Hein, parmi les très grands auteurs du 19e qui n'ont jamais été à l'Académie, il y a Balzac et Zola. Il y a ceux que ça n'intéresse pas, comme Stendhal. Donc, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Laborie le 16 juin.
Un nouveau cabinet gouvernemental se forme le 28 juin. Le ministre de la Guerre, c'est Godefroy Cavaignac. Alors, Godefroy Cavaignac, c'est le descendant de celui qui avait réprimé les émeutes de juin 48 et qui avait tué, 1500 morts, 10 000 déportés. La répression de juin 48, ça a été vraiment quelque chose. Donc Cavaignac, c'est un sabreur, c'est le fils d'un sabreur. Cavaignac avait été candidat à la première élection au suffrage universel d'un président de la République, contre Louis-Napoléon Bonaparte. C'est d'ailleurs pour contrer Cavaignac que Victor Hugo avait soutenu la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, à l'époque, en 1851. En 1849. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, le procès en diffamation par les experts, comme je vous l'ai dit, a repris. Il est condamné à 15 jours de prison avec sursis et à 2000 francs d'amende, plus 5000 francs de dommages et intérêts à verser à chacun des experts. Donc ça, c'est la deuxième condamnation de Zola, pour une autre affaire. Et ça n'empêche pas que Zola va continuer à écrire des articles dans la presse, pour aggraver son cas, pour dire « je ne lâche rien ». Hein, vous ne m'aurez pas comme ça. Le procès reprend à Versailles le 18 juillet, et là, il est condamné à nouveau. Et il a été recondamné. Et donc là, pour ne pas faire la prison, il part en Angleterre. Certains le lui ont reproché, d'ailleurs, en disant « mais vous auriez été plus grand encore et plus noble encore si vous aviez accepté d'aller en prison ». Je ne suis pas sûr qu'en prison, on ne lui aurait pas fait un mauvais coup. Donc, il part pour l'Angleterre, et Laborie fait appel, et Zola va s'installer à Londres. Donc, il va rester en Angleterre de juillet 1898 jusqu'en... alors, je crois que c'est jusqu'en 10... il revient en France en 1899. Hein. Donc, que peut-il faire en Angleterre? Alors, en Angleterre, évidemment, il va continuer à recevoir les amis qui viennent lui rendre visite, hein, pour le tenir au courant de tout ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus, qu'il a également dans la presse anglaise. Hein. La presse internationale suit l'affaire Dreyfus, je dirais presque heure par heure. Hein. C'est la grande affaire de la fin du XIXe siècle. Judet va être condamné pour diffamation à l'égard de Zola. Le nouveau pourvoi en cassation par Zola a été rejeté, et la Chambre des appels va augmenter les peines, etc., etc. Donc vous voyez, on s'acharne sur Zola. Il arrive quand même à faire venir sa famille, alors sous les deux espèces, hein, sa maîtresse Jeanne Rosereau, avec laquelle il a eu ses enfants, plus sa femme Alexandrie, qui viendra également. Bon, je vous passe les détails sur les différents épisodes de la vie de Zola en Angleterre, mais le principal épisode de l'affaire Dreyfus, qui se déroule pendant l'exil de Zola à Londres, c'est le 31 août 1898, c'est le suicide du colonel Henry, lequel avait avoué avoir fait un faux au ministre de la Guerre, Cavaignac. Donc là, Cavaignac ne peut pas faire autrement que de faire arrêter le colonel Henry, de le faire conduire à la prison militaire du Mont Valérien, et il se suicide. Alors, il y a une autre thèse qui fait qu'on l'a peut-être suicidé. Ce ne serait pas impossible. Mais du coup, Henri continue d'être le héros sacrificiel pour les anti-Dreyfusards. Et il va y avoir une pétition pour faire ériger un monument en hommage au colonel Henry, qui s'est sacrifié pour la cause de l'armée. Et la Libre Parole, donc le journal antisémite d'Édouard Drummond, va ouvrir une souscription en faveur de la veuve du colonel Henry. Et donc on a les listes de souscriptions. On voit très très bien qui a donné de l'argent pour ça. Et vous avez toute la droite nationaliste, vous avez des académiciens,
vous avez toute une série de grandes personnalités qui continuent de soutenir la thèse de la culpabilité de Dreyfus, qui se morfond là-bas dans l'île du Diable, hein, puisqu'il a été déporté en Guyane, comme vous le savez. Alors Clémenceau va rendre visite début 99 à Zola. Pour encore aggraver le cas de Zola, on fait des ventes saisies de son mobilier et son éditeur Henri Fasquelle va mettre fin à la vente saisie parce qu'il achète 32 000 francs une table. 32 000 francs, vous faites le calcul, c'est évidemment un prix totalement démesuré, plus personne ne peut enchérir sur quoi que ce soit, du coup la vente saisie va être stoppée, on en fera une seconde, puisque la première a échoué, et là Fasquelle achètera 2500 francs une glace, et une table aussi, pour bloquer la... Donc bien comprendre qu'il y a vraiment une solidarité autour de Zola qui essaye de contrer toutes les agressions, de toute nature qu'elles soient, dont il est victime. Hein, on est vraiment dans une guerre ouverte. Hein, c'est pas simplement une guerre d'opinion, c'est aussi une guerre ad hominem contre Zola qu'il faut absolument essayer d'abattre de toutes les façons possibles et imaginables. Il continue d'écrire cependant, hein, il écrit notamment... il a publié Paris dans la série des Trois Villes, c'est qu'après les Rougon-Macquart, Zola a entamé deux nouveaux cycles romanesques, l'un qui s'appelle Les Trois Villes, qui sont, il y a notamment Paris, qui est un très très beau texte sur Paris, et un second cycle qui s'appelle Les Évangiles. Et le premier des évangiles, c'est fécondité. Hein, après, il voulait faire les 4 évangiles qui étaient fécondité, justice, travail et vérité. Vérité qui va synthétiser tout ce qui s'est passé autour de l'affaire Dreyfus. Il ne pourra pas achever le 4e, puisque la mort interrompra son travail. Donc, il arrive, il peut rentrer en France le 5 juin 1999. Pourquoi ? Parce que, enfin, la Cour de cassation va annuler le jugement de Dreyfus. Vous voyez, il a été condamné en 1994, le jugement est invalidé 5 ans après. Il a passé 5 ans en déportation. Et donc, qui dit jugement cassé, dit procès en révision, qui va pouvoir enfin se tenir. Et là, une grande partie de tous les anti-Dreyfusards, notamment dans l'armée, tombent les uns après les autres. Hein, notamment Dupaty de Clam va être arrêté lui aussi. Et là, on fait sortir Picard de prison, qui avait été évidemment enfermé lui aussi, qui sort le 9 juin. Et Dreyfus peut quitter l'île du Diable le 9 juin 1999. Le 22 juin, nouveau ministère, c'est le ministère Waldeck-Rousseau. Et là, le portefeuille de la guerre n'est plus donné à Cavaignac, mais il est donné au général de Gallifet, qui pourtant n'est pas un tendre, hein, n'est pas réputé pour être un militaire particulièrement coulant, c'est moins qu'on puisse dire, mais il a une mission, faire accepter à l'armée le procès en révision, ce qui n'est pas chose simple. Donc Dreyfus arrive en France, il est immédiatement envoyé dans une prison militaire, qui est à Rennes, et c'est là que le procès en révision va avoir lieu. Hein. On délocalise le procès en révision de Paris à Rennes, en espérant que ça va un peu calmer les ardeurs, que ça empêchera des manifestations beaucoup trop violentes autour du palais de justice. Hein. Non, on essaye véritablement de faire que ce procès en révision soit, je ne dis pas étouffé, mais soit minimisé. Et ce procès en révision va permettre à Alfred Dreyfus d'être défendu par 2 avocats, le même avocat que pour Zola qui est Laborie, et un autre qui est Edgar de Bange. Et là, la police va faire arrêter toute une série de meneurs nationalistes et royalistes qui s'en prennent. Alors,
qui ne s'en prennent plus seulement à Zola, qui ne s'en prennent plus seulement à Dreyfus, qui s'en prennent au régime, en disant le régime est complice de Dreyfus. À partir du moment où on révise le procès, cela veut dire que le gouvernement, lui aussi, est en train de trahir, que la République est pourrie. Et elle est pourrie en grande partie par qui? Par les Juifs, bien entendu. Car la dimension antisémite sur laquelle je reviendrai tout à l'heure est tout à fait majeure. Elle n'est pas particulièrement présente et marquée au tout début de l'affaire Dreyfus, mais ça va ne faire que croître et embellir tout au long de l'affaire Dreyfus, puisqu'on va dire, mais pourquoi? Pourquoi est-il un traître au fond? Est-ce que c'est parce qu'il a été soudoyé, ce qui serait banal? Non. Non, non. C'est parce qu'il a dans ses veines le sang des Juifs, qui est le sang des traîtres par définition. Et on va essentialiser Dreyfus comme juif, et par conséquent, le procès va devenir aussi le procès des Juifs. Il y a toute une série de publications antisémites, il y a un journal officiellement antisémite qui est la Libre Parole, il y a toute une série de pamphlets, il y a eu des députés antisémites qui ont été élus, notamment en Algérie, etc. etc. Et dans ce climat-là, Dreyfus va devenir le juif exemplaire, en quelque sorte, le juif modèle. Certains affecteront d'ailleurs de ne pas prononcer Dreyfus, mais Dreyfus, pour bien faire sentir qu'il ne peut pas être français. Et le scandale, c'est qu'on fasse accéder à l'état-major des officiers juifs, qui par essence sont appelés à trahir. C'est là la grande dimension qui n'est pas initiale, mais qui va être le facteur considérable, qui va expliquer aussi beaucoup de choses, et qui explique pourquoi vous allez avoir toute cette droite nationaliste, royaliste, antisémite, anti-républicaine, qui va se mobiliser. Et là, le gouvernement, là, il doit défendre la République. Donc il va arrêter. Il fait arrêter Déroulède, il fait arrêter Guérin, alors Jules Guérin. Lui, il dirigeait un journal dont le titre est admirablement explicite, ça s'appelait l'Anti-Juif. Qui était un petit peu, c'est l'ancêtre de la grande publication nazie Der Stürmer, qui était un journal antisémite très, très populaire dans les années 30. Si vous avez l'occasion de lire des articles de l'anti-juif, c'est assez hallucinant. Donc, on va tenter d'assassiner l'avocat Lamoury. Oui, jusque ça va, c'est que là, vraiment, ça devient extrêmement, extrêmement violent. Et on arrive à la conclusion du procès en révision qui, sur le plan judiciaire, est absolument sidérante. Il est de nouveau condamné, mais avec des circonstances atténuantes. Alors, je me demande quelles peuvent être les circonstances atténuantes à la trahison. Donc, vous voyez, le jury n'arrive absolument pas à avoir une position franche. On ne veut pas trop déjuger la condamnation initiale de 1994, mais on est obligé d'admettre que quand même un certain nombre de choses ont été dites, un certain nombre de révélations embarrassantes ont été faites. Eh bien donc, circonstances atténuantes. Au fond, c'est un traître, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. Alors, est-ce que ce serait parce qu'il est juif et qu'il ne pouvait pas faire autrement? Allez savoir. Donc là, on est véritablement dans une situation nouvelle qui ne peut trouver de solution, au moins provisoire, que par la grâce accordée par le président de la République, qui est Émile Loubet, qui a remplacé Félix Faure, dont vous savez qu'il est mort dans des circonstances assez roquignolesques, puisqu'il est mort dans les bras de sa maîtresse, qui était Madame Stenhel. Vous connaissez l'anecdote très très célèbre. On arrive un petit peu affolé en sachant que le président de la République, là, il est mort. Est-ce que le président a encore sa connaissance? Et le gendarme de service qui dit la connaissance du président, elle est sortie par la porte de derrière. Et le mot extraordinairement cruel de Clémenceau, il se croyait César et il est mort Pompée.
que c'était une des spécialités de Madame Stendhal. Je passe. Ça c'est les mots de Clémenceau. Il y avait des hommes politiques qui avaient l'art de la formule. Léon Daudet, donc, qui était un des grands journalistes, un des grands écrivains de l'Action française, avait un jour décrit Clémenceau, on dirait, la tête de Clémenceau, vous connaissez le visage de Clémenceau assez particulier, il dirait, on dirait une tête de mort sculptée dans un calcul biliaire. On ne sait plus s'exprimer comme ça. Et donc, le nouveau procès auquel Zola aurait dû être soumis va être remis sine die. Enfin, il n'aura pas bien. L'action judiciaire s'éteint en quelque sorte par... on laisse filer. On se dit, on va quand même pas remettre ça sur le tapis, parce que est-ce qu'on pourra encore condamner Zola? Parce que le but, c'était ça. Et si on ne peut pas le condamner, ça veut dire qu'on l'acquitte. Si on l'acquitte, ça veut dire qu'il avait raison. S'il avait raison, ça veut dire que les Dreyfusards avaient raison. Si les Dreyfusards avaient raison, c'est la fin de tout. Et donc, par la suite, Zola va militer en faveur de la loi d'amnistie, qui seule pourrait jeter enfin un voile sur cette affaire qui n'a que trop divisé la France. Et cette loi d'amnistie, elle sera votée le 24 décembre 1900. Et là, Zola va publier l'ensemble de tous les textes qu'il a écrits sur l'affaire Dreyfus sous le titre « La vérité en marche ». Et il meurt le 29 septembre 1902. Donc vous savez que la mort de Zola est très probablement d'origine criminelle, puisqu'il est mort par intoxication à l'oxyde de carbone, qui a été provoquée par le fait que la cheminée de son immeuble, enfin la cheminée de son appartement dans l'immeuble a été bouchée. Et donc ça, c'est intentionnel. Alors par qui, on ne sait pas. Un ouvrier fumiste, les fumistes, c'est le nom officiel. Ça a pris un autre sens après, mais un ouvrier fumiste se serait vanté dans un cabaret d'avoir fait son affaire à Zola. Mais on n'en sait pas plus. Mais c'est très probablement ce qui s'est passé. Là, c'était vraiment, il fallait le faire taire d'une façon définitive. Et les obsèques de Zola, qui ont lieu le 5 octobre, c'est le site avec le discours d'Anatole France, qui avait été élu à l'Académie française pendant l'affaire Dreyfus, a été le seul académicien qui a pris le parti de Dreyfus. Le seul, sur 40. Et Anatole France fait un magnifique discours dont on retient la phrase la plus célèbre en disant de Zola qu'il a été un moment de la conscience humaine. Ça ne met pas fin à l'affaire Dreyfus, puisque Dreyfus est toujours condamné. Donc il fait une lettre au garde des Sceaux pour demander la révision du procès de Rennes, en novembre 1903. Le 5 mars 1904, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclare acceptable sa demande. On refait une enquête, on annule le jugement du Conseil de guerre de Rennes en 1906, et Dreyfus est réhabilité. Alors il est réhabilité, on le réintègre dans l'armée, avec le grade de chef de bataillon. Picard est réintégré, avec le grade de général de brigade, et dans la foulée, on demande le transfert des cendres de Zola au Panthéon. Donc là, c'est la victoire posthume de Zola, c'est le Panthéon. Et Clémenceau devient président du Conseil, et il va appeler Picard au ministère de la Guerre. Alors Picard ne sera pas un bon ministre de la Guerre. Picard avait été un excellent enquêteur, un excellent chef du renseignement. Il avait véritablement démonté la machination, mais en tant que ministre de la Guerre, il sera en réalité assez contesté. Mais bon, peu importe. Et eh bien, la haine contre Zola ne s'arrête pas pour autant, puisque le jour des transferts des cendres de Zola au Panthéon, un journaliste, Louis Grégory, va tirer 2 coups de feu sur Alfred Dreyfus, qui sera blessé au bras. Voilà.
fin officielle de l'affaire Dreyfus, dont vous voyez, elle a duré 14 ans. De 1894 à 1908. Et cette affaire Dreyfus n'aurait pas pris, je dirais, l'orientation et la dimension qu'elle a prise s'il n'y avait pas eu Émile Zola. Car Émile Zola a véritablement donné, avec J'accuse, avec l'ensemble de ses textes, bien entendu, mais surtout avec J'accuse, c'est pour ça que le texte reste éminemment célèbre, tout à fait à juste titre. Sans l'intervention de Zola, je dirais que la dimension judiciaire de l'affaire a pris un nouvel élan et elle a été délibérément provoquée par Zola. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un peu la teneur des textes que Zola a écrits avant J'accuse et après J'accuse. Parce que ça vous permet de suivre, je dirais, un peu la progression de la réflexion de Zola avant, ce qui permet de comprendre pourquoi il se décide à écrire J'accuse, et la continuation de la réflexion après J'accuse. Et dans un article qui s'appelle Le Syndicat, alors qu'est-ce que c'est que le syndicat? Les anti-Dreyfusards disaient que c'est créer un syndicat juif pour défendre Dreyfus. Que tous les juifs se sont mobilisés, ils ont fait corps, en quelque sorte, autour de Dreyfus, et qu'il constitue un véritable État dans l'État. Je vous rappelle que, et c'est très très proche de la doctrine de l'Action française de l'époque, où Maurras dit qu'il y a les 4 États constitués à l'intérieur de la France, et parmi ces 4 États, il y a les protestants et les juifs. Et en disant que la nation française, si elle veut véritablement se régénérer, elle doit éliminer, ou en tout cas mettre hors d'état de nuire, ces États constitués qui sont autant, si vous voulez, d'États qui se considèrent comme indépendants intellectuellement, politiquement, socialement, économiquement, spirituellement, au sein de la France. Alors ça, sur les protestants, c'est très très conforme à toute la doctrine contre-révolutionnaire, qui attribue aux protestants un rôle majeur dans la dégénérescence française, et le 19e siècle ajoute les juifs, pour faire bonne mesure. Alors, donc, dans le syndicat, vous avez le passage essentiel, vous l'avez, donc page 10, vers le bas, où il dit, il met le doigt sur le fait que Dreyfus est accusé d'abord parce qu'il est juif. Voilà l'âme noire, l'abominable figure, la honte de l'armée, le bandit qui vend ses frères, ainsi que Judas a vendu son Dieu. Donc, allusion à l'anti-judaïsme chrétien. Et comme il est juif, c'est bien simple. Les juifs, qui sont riches et puissants, sans patrie d'ailleurs, vont travailler souterrainement par leurs millions à le tirer d'affaire, en achetant des consciences, en enveloppant la France d'un exécrable complot pour obtenir la réhabilitation du coupable, quitte à lui substituer un innocent. La famille du condamné juive, elle aussi naturellement, entre dans l'affaire, et c'est bien une affaire. Il s'agit à prix d'or de déshonorer la justice, d'imposer le mensonge, de salir un peuple par la plus impudique des campagnes, tout cela pour sauver un juif de l'infamie et l'y remplacer par un chrétien, donc un syndicat secret. Donc il démonte la manière dont toute la droite antisémite va construire l'affaire Dreyfus. Il résume l'argumentation. Il écrit comme s'il était anti-Dreyfusard. Voilà, exactement. Il a adopté, il a synthétisé les propos des anti-Dreyfusards. Tout y est. Tout y est. Donc un syndicat secret, ce qui veut dire que des banquiers se réunissent, mettent de l'argent en commun, exploitent la crédulité publique. Quelque part, il y a une caisse qui paye toute la boue remuée. C'est une vaste entreprise ténébreuse de gens masqués, de fortes sommes remises la nuit, sous les ponts, à des inconnus, de grands personnages que l'on corrompt, dont on achète la vieille honnêteté à des prix fous, et le syndicat s'élargit ainsi peu à peu. Il finit par être une puissante organisation dans l'ombre, toute une conspiration éhontée pour glorifier le traître et noyer la France sous un flot d'ignominie. Examinons-le, ce syndicat. Donc là, après, il va démonter l'argumentaire et dire, il n'y a pas de syndicat juif. Donc, page 12, toute l'histoire du syndicat est là.
des hommes de bonne volonté, de vérité et d'équité, partis des quatre bouts de l'horizon, travaillant à des lieux et sans se connaître, mais marchant tous par des chemins divers au même but, cheminant en silence, fouillant la terre, et aboutissant tous un beau matin au même point d'arrivée, tous fatalement se sont trouvés la main dans la main, à ce carrefour de la vérité, à ce rendez-vous fatal de la justice. Donc, pour lui, les camps sont très clairs. Ceux qui attaquent Dreyfus en l'essentialisant comme juif mènent un combat ignoble contre lequel se dressent les gens épris de justice et de vérité. Justice, vérité, ce sont les deux mots-clés de tout le discours zolien. Je me bats pour la justice, je me bats pour la vérité. Et c'est là véritablement que Zola, si vous voulez, fait accéder, il n'est pas le premier à le faire, Hugo l'a fait aussi, hein, mais il fait accéder l'écrivain comme porte-parole de la justice et de la vérité, comme détenteur de ces valeurs qu'il faut faire partager et il faut convaincre. Il faut convaincre de la justesse de la cause dreyfusarde. Voilà, tout Zola est là dès cet article-là, dès avant J'accuse. Qu'est-ce que c'est que J'accuse au fond? Ça va être la reformulation de tout ce que Zola dit, mais cette fois en ciblant nommément des coupables. Et comme je vous l'ai dit, il cible des coupables pour être attaqué en diffamation. Hein, c'est pas du tout... Zola ne s'est jamais illusionné sur le sort qui serait le sien. Il savait très très bien qu'il irait en justice, il le veut, il le calcule. Là où il se trompe, c'est qu'il croit qu'une cour de justice va faire éclater la vérité. Car il a sous-estimé le pouvoir de ceux qui veulent absolument interdire que l'on revienne sur l'affaire Dreyfus. Parce que si on revient sur l'affaire Dreyfus, tout s'écroule. Tout s'écroule. Un conseil de guerre ne peut pas se tromper. Si un conseil de guerre se trompe, ça veut dire que l'armée est faillible. Si l'armée est faillible, on ne peut pas lui faire confiance. Si on ne peut pas lui faire confiance, la France ne peut pas faire confiance à son armée, elle ne peut pas faire confiance à ses chefs. Si on ne peut pas faire confiance à ses chefs, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer dans la nouvelle guerre qu'il faut faire à l'Allemagne pour retrouver l'Alsace-Lorraine? Oui, tout s'enchaîne. Il y a une logique perverse, je vous l'accorde, mais il y a une logique dans la posture anti-dreyfusarde. Hein. Donc voilà pour ce grand texte, le syndicat, qui, à mes yeux, est peut-être le premier très grand texte de Zola, hein, démonter l'argumentaire anti-dreyfusard. Il va plus loin dans le texte intitulé Procès-verbal. Ce sont les titres de Zola, hein. Procès-verbal. Et tout ce que vous avez entre parenthèses, ces pages ont paru dans le Figaro, etc., c'est la manière dont Zola les présente dans le recueil La vérité en marche, hein, qui rassemble tous ces textes. L'antisémitisme, maintenant, il est le coupable. J'ai déjà dit combien cette campagne barbare, qui nous ramène de 1000 ans en arrière, indigne mon besoin de fraternité, ma passion de tolérance et d'émancipation humaine. Retourner aux guerres de religion, recommencer les persécutions religieuses, vouloir qu'on s'extermine de race à race, cela est d'un tel non-sens dans notre siècle d'affranchissement qu'une pareille tentative me semble surtout imbécile. Elle n'a pu naître que d'un cerveau fumeux, mal équilibré de croyants, que d'une grande vanité d'écrivains longtemps inconnus, désireux de jouer à tout prix un rôle, fût-il odieux. Et je ne veux pas croire encore qu'un tel mouvement prenne jamais une importance décisive en France, dans ce pays de libre examen, de fraternelle bonté et de claire raison. L'antisémitisme pour Zola est fondamentalement anti-français. Il est contraire à l'esprit de raison et à l'esprit des Lumières. Voilà. L'antisémitisme est une abominable régression qui fait fi du siècle des Lumières, qui fait fi du siècle, du 19e siècle issu de la Révolution française. Donc l'antisémitisme n'est pas qu'un épiphénomène, c'est quelque chose qui est fondamentalement opposé à ce que doit être la France. Pas seulement la République, la France en tant que nation, la France en tant qu'esprit français. Hein.
Et là, il dit, bon, je dois confesser que le mal est déjà très très grand. Et donc, il s'interroge comment faire reculer et, si possible, faire disparaître l'antisémitisme. Ensuite, le troisième texte, la lettre à la jeunesse, qui est aussi un texte admirable, très, je dirais, presque sur le mode du sermon. Ô jeunesse, jeunesse, je t'en supplie, songe à la grande besogne qui t'attend. Tu es l'ouvrière future, tu vas jeter les acides de ce siècle prochain, qui, nous en avons la foi profonde, résoudra les problèmes de vérité et d'équité posés par le siècle finissant. Jeunesse, jeunesse, sois toujours avec la justice, etc., sois humaine et généreuse. Enfin, c'est un texte absolument admirable. Alors ici, je fais un petit arrêt. Pourquoi? Parce que ce que je ne vous ai pas dit jusqu'ici, c'est comment est-ce que les réactions à J'accuse se sont faites dans le camp Dreyfusard. Dans le camp anti-Dreyfusard, c'est très clair. Il n'y a pas eu beaucoup de sens de la nuance. Mais du côté des Dreyfusards, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. On aurait pu penser que ce qu'on a appelé les Dreyfusards modérés aurait été conquis par le texte de J'accuse. Ils disent non. Non. Là, il est allé trop loin parce que ça va nous retomber dessus, à nous les Dreyfusards. Il va y avoir procès. S'il est condamné, c'est pas simplement Zola qui est condamné, c'est nous tous qui vont l'être. Donc ils sont un peu réticents. On aurait pu également s'attendre à ce que la gauche socialiste approuve J'accuse. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans un premier temps. Et je vais vous lire un passage très très intéressant, très peu connu, qui est dans ce magnifique ouvrage, qui est d'Alain Pagès, Zola, un intellectuel dans l'affaire Dreyfus. Je reviendrai sur le mot intellectuel, je vous l'ai promis. C'est un livre qui a été publié chez Séguier en 1991, qui est, je dirais, presque l'ouvrage définitif sur Zola et l'affaire Dreyfus. Alors voilà, il reproduit énormément de textes. Voilà ce que disent les socialistes qui publient le 19 janvier, donc le lendemain de la parution de J'accuse, qui publie un manifeste dont je vous lis le passage essentiel. « Ô les cœurs citoyens, au-dessus de cette ignominieuse mêlée, prolétaires, ne vous enrôlez dans aucun des clans de cette guerre civile bourgeoise. Nous ne sommes pas concernés. C'est la bourgeoisie qui est en train de se déchirer. Ils sont, comme vous le savez, ils sont antimilitaristes. Bon, donc tout ce qui peut affaiblir l'armée, c'est très bien. Pour eux, la République bourgeoise est un régime d'oppression de la classe ouvrière. Donc tout ce qui peut finalement mettre en cause la domination bourgeoise, c'est très bien. Donc d'une certaine façon, prolétaires français, c'est pas votre problème. L'affaire Dreyfus est devenue le champ clos de deux fractions rivales de la classe bourgeoise. Les opportunistes et les cléricaux. Ils sont d'accord pour duper et mater la démocratie. Jaurès signe ce manifeste. Puis, dans un second temps, il se ravise. Et le 22 janvier de la même année, à la Chambre, il va faire un discours Dreyfusard qui va provoquer un tumulte absolument considérable. Et là, Jaurès, grand homme de l'éloquence. Jaurès, vous ne l'arrêtez pas comme ça au milieu d'un discours. Il brave les coups et les insultes, et il va s'opposer seul au gouvernement et aux députés de la droite. Savez-vous ce dont nous souffrons, ce dont nous mourrons tous? Je le dis sous ma responsabilité personnelle. Il ne s'exprime pas au nom des socialistes, ma responsabilité personnelle. Nous mourrons tous depuis que cette affaire est ouverte de demi-mesures, de réticences, des équivoques, des mensonges, des lâchetés. Oui, des équivoques, des mensonges, des lâchetés. Donc là, il rompt avec ce qui est la position dominante du Parti socialiste. Et d'autres socialistes vont également rompre avec cette position officielle. Ce sont les jeunes socialistes, autour de, d'après vous, quel est le meilleur représentant des jeunes socialistes à l'époque? Charles Péguy. Et Charles Péguy va prendre fait et cause pour les Dreyfusards. Et Charles Péguy animait le groupe des jeunes socialistes des Normaliens de la rue du Loin. Et
il va s'allier à un certain nombre de socialistes qui travaillent dans des revues littéraires, en particulier Léon Blum, qui travaille dans la Revue Blanche. Donc vous voyez, ce n'est qu'après cette prise de position de Péguy, de Blum et de quelques autres que le Parti socialiste va rallier la cause dreyfusarde, mais ça n'a pas été immédiat. Ils ont eu une analyse particulièrement sectaire de l'affaire en disant tout ça ne concerne pas la classe ouvrière. Laissez les bourgeois s'étriper. C'est tout bénéfice pour nous. Erreur d'analyse majeure, sur laquelle ils reviennent heureusement assez vite. Mais je voulais insister là-dessus, que contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, le texte de J'accuse n'a pas fait l'unanimité dans un premier temps dans le camp des Dreyfusards d'une part et dans le camp de ceux dont on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient au premier rang de la cause dreyfusarde. Bon. Alors, donc la lettre à la jeunesse, donc, la lettre à la France, France réveille-toi, songe à ta gloire. Alors vous voyez la gradation de ceux à qui il s'adresse Zola. Il s'adresse d'abord aux gens épris de justice et de vérité. Ensuite, il s'adresse à la jeunesse. Ensuite, il s'adresse à la nation française. Et on voit très très bien comment Zola veut englober dans son discours, veut rallier par ses discours la communauté nationale. Une communauté nationale dans laquelle les Juifs auront toute leur place. Une communauté nationale dont simplement il faut bannir les comploteurs, les menteurs, ceux qui ont organisé une fausse affaire et qui ont couvert le véritable coupable et qui ont continué à accuser un innocent. Alors, petite parenthèse, vous savez sans doute que nous n'avons pas toute la lumière sur l'affaire Dreyfus. Un certain nombre de documents ont disparu des archives et on ne sait pas exactement quel a été le rôle d'Esterhazy. Et justement, Pagès fait un très intéressant tableau à la fin en synthétisant les différentes positions, les différentes hypothèses que l'on peut avoir sur ce qui s'est vraiment passé lors de l'affaire Dreyfus, qui aujourd'hui encore est assez mystérieuse sur certains aspects. Alors, pour Esterhazy, il y a deux possibilités. Esterhazy, c'est le traître, ou Esterhazy, c'est un agent double. Un agent double qui, si on sait que Dreyfus est innocent, a été arrêté parce que ça rentre dans le cadre de la lutte entre les services secrets français et allemands. Si on croit que Dreyfus est coupable, le colonel Sander, qui dirigeait le service de renseignement, a voulu piéger Dreyfus en faisant rédiger le bordereau par Esterhazy. Laquelle de ces deux hypothèses est vraie? Nous manquons d'éléments. Si on pense que Esterhazy est vraiment un traître et pas du tout un agent blanc, donc un agent double, si on croit que Dreyfus est coupable, il va y avoir une complicité entre Esterhazy et le colonel Henry qui a manipulé et fait le faux, ou bien on sait que Dreyfus est innocent et on veut couvrir un scandale qui peut remettre en cause tout l'état-major français. Donc dans tous les cas de figure, Dreyfus est piégé. Le fameux bordereau, alors s'il est d'Esterhazy, ou bien il l'a écrit volontairement, ou bien il l'a écrit sur ordre, ce qui serait un coup des services français dirigés soit contre un membre de l'état-major qui est le général Saussier, que beaucoup voulaient éliminer, soit contre Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand de l'ambassade, soit contre Dreyfus lui-même. Si bordereau n'est pas d'Esterhazy, il a été rédigé par les services allemands pour, en quelque sorte, faire exploser les services de renseignement militaire français de l'intérieur. Toutes ces hypothèses ont une forme de validité, mais aucune hypothèse ne peut être véritablement, on ne peut souscrire pleinement à aucune des hypothèses, faute de documents, car des documents ont disparu. Dans tous les cas de figure, Dreyfus est innocent. Il y a même une hypothèse selon laquelle Dreyfus serait volontairement entré dans le jeu, croyant qu'il rendait service aux services de renseignement, qu'il rendait service à l'armée,
et en fait on l'a piégé. Hein, ça a été le bouc émissaire après. Cette hypothèse, elle est moins mise en avant aujourd'hui, mais elle a aussi, elle peut avoir une forme de fondement. Et enfin, la dernière hypothèse, il y en a encore qui prétendent que Dreyfus était coupable. Ah oui. Hein, puisqu'il y a la fameuse lettre de Schwarzkoppen qui parle de ce canaille de D. Alors D, est-ce que c'est l'initiale de Dreyfus ou pas? Hein, c'est une lettre que Schwarzkoppen aurait écrite au conseiller militaire de l'ambassade d'Italie. À cette époque, l'Italie et l'Allemagne ne sont pas véritablement alliés, mais sont assez proches. Vous voyez. Alors ça, c'est le dernier secteur résiduel de la thèse de la culpabilité de Dreyfus. Voilà. Dreyfus n'est pas coupable, mais qui est coupable? Est-ce Esterhazy? Est-ce que ce sont les services secrets français qui ont voulu faire une opération, un peu comme le billard à 3 bandes, si vous voulez, sauf que la boule leur est revenue en pleine figure à la fin? Alors, après J'accuse, donc, Zola écrit encore toute une série de textes. Sa déclaration au jury du premier procès, qui a précédé la plaidoirie de Laborie, donc c'est page 17 en bas. Dreyfus est innocent, je le jure. J'y engage ma vie, j'y engage mon honneur, à cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente la justice humaine. On a envie de dire, tu parles. Devant vous, messieurs les jurés, qui êtes l'émanation même de la nation, devant toute la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. Et par mes 40 années de travail, par l'autorité que ce labeur a pu me donner, je jure que Dreyfus est innocent. Et là, c'est la nouvelle litanie, c'est pas j'accuse, c'est je jure que. Et par tout ce que j'ai conquis, par le nom que je me suis fait, par mes œuvres qui ont aidé à l'expansion des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent. Que tout cela croule, que mes œuvres périssent, si Dreyfus n'est pas innocent, il est innocent. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur. C'est évidemment tout à fait prophétique. Donc c'est une magnifique déclaration. Donc vous voyez très bien dans quelle mesure ça pouvait indisposer le tribunal. Mais cette prestation de serment, elle est quand même extraordinaire. Et après, Laborie va enchaîner, comme je vous le disais, et là, Laborie, il va asticoter tous les témoins. Et à chaque fois, la question ne sera pas posée. La question ne sera pas posée. Nous ne sommes pas ici pour parler de l'affaire Dreyfus. Nous sommes là pour parler de la diffamation. La question ne sera pas posée. C'est extraordinaire. Le fonctionnement de ce premier procès, il est véritablement exemplaire d'un déni de justice. Techniquement, c'est vrai, le procès, c'est sur la diffamation. Mais il ne peut pas y avoir diffamation s'il n'y a pas affaire Dreyfus. Après, justice. Donc, justice, 99. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, évidemment, le Dreyfus est sur la voie d'être innocenté. Pas encore, mais ça y est, le procès a été cassé. Le procès de 89. Je répète que je n'ai ni le désir ni le besoin de triompher, mais pourtant, je dois bien constater que les événements à cette heure fait la preuve de toutes mes accusations. Si demain Picard n'est pas libre, c'est la France tout entière qui ne se lavera jamais de l'inexplicable folie d'avoir laissé aux mains criminelles des bourreaux, des menteurs, des fausseurs, le plus noble, le plus héroïque et le plus glorieux de ses enfants. Alors seulement l'œuvre sera complète, et ce n'est pas une moisson de haine, c'est une moisson de bonté, d'équité, d'espérance infinie que nous avons semée. Ensuite, avant-dernier texte, le 5e acte, qui reprend, alors vous enlevez ces pages ont paru dans le roi, il y a eu un bug, là, ça a été répété. Mon procès recommencera, puisqu'on veut qu'il recommence dans toute son ampleur. Si d'ici là, la justice n'est pas faite, nous aiderons encore à la faire. Et je le répète, la vérité est en marche, rien ne l'arrêta. À Rennes, elle vient de faire un pas de géant, Dreyfus est coupable avec des circonstances atténuantes. Je n'ai plus que l'épouvante de la voir arriver dans un coup de foudre de la némésis vengeresse, saccageant la patrie, si nous ne nous hâtons pas de la faire resplendir nous-mêmes sous notre clair soleil de front. La crainte de Zola, c'est que ce nouveau procès Dreyfus ne ravive les haines, ne fasse que aggraver encore la violence
Et là, ce que Zola dit, c'est que non, il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter ce processus de dégradation et de division du corps national. L'affaire Dreyfus est un abcès, mieux même un cancer, qu'il faut extirper le plus vite possible. Et enfin, le conseil qu'il donne à Madame Alfred Dreyfus, toujours après ce procès, il faut oublier, Madame, il faut surtout mépriser. C'est un grand soutien dans la vie que de mépriser les vilenies et les outrages. Je m'en suis toujours bien trouvé. Tout en bas, réhabiliter la France aux yeux des nations, le jour où elle cassera l'arrêt infâme, tel va être notre effort de chaque heure. Un grand pays ne peut pas vivre sans justice, et le nôtre restera en deuil tant qu'il n'aura pas effacé la souillure, se souffler à sa plus haute juridiction, ce refus du droit qui atteint chaque citoyen. Le lien social est dénoué, tout croule, dès que la garantie des lois n'existe plus. Et il y a eu dans ce refus du droit une telle carrure d'insolence, une bravade si impudente, que nous n'avons pas même la ressource de faire le silence sur le désastre, d'enterrer le cadavre secrètement pour ne pas rougir devant nos voisins. Le monde entier a vu, a entendu, et c'est devant le monde entier que la réparation doit avoir lieu, retentissante comme a été la faute. Et là, c'est très très clair. La France ne se relèvera pas de l'affaire Dreyfus si nous ne l'avons pas la souillure, si nous n'abolissons pas la faute. Donc il met vraiment le doigt sur ce qu'a représenté l'affaire Dreyfus, qui est évidemment bien au-delà d'une affaire de conseil de guerre, bien au-delà d'une affaire de tribunal. Vous connaissez tous le fameux dessin de Carandache, où vous avez à droite une tablée de gens, nous n'en parlerons pas, et puis à gauche, nous n'en parlerons pas, et à droite, tout le monde est en train de se taper dessus, ils en ont parlé. Et ça, c'est vraiment ce qu'il appelle la division du corps social, qui était absolument réelle. Absolument réelle. Et enfin, les deux dernières lettres, alors la plus directement politique, et où il dit que la loi d'amnistie ne peut absolument pas suffire. Amnistie, ça veut dire tout le monde est pardonné. Il n'y a plus de coupables, il n'y a plus d'innocents, embrassons-nous Folleville, oublions l'affaire, ça n'a pas eu lieu, on a mis ça sous le tapis et on l'a appelé amnistie. Non, il ne faut pas une loi d'amnistie, il faut une réhabilitation. Je n'ai pas, messieurs les sénateurs, la naïveté de croire que cette lettre vous ébranlera, même un instant. Dans le parti formel où je vous soupçonne de voter la loi d'amnistie, votre vote est facile à prévoir, car il sera fait de votre longue faiblesse et de votre longue impuissance. Vous vous imaginez que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous n'avez pas le courage de faire autrement. J'écris simplement cette lettre pour le grand honneur de l'avoir écrite. Je fais mon devoir, et je doute que vous fassiez le vôtre. La loi de dessaisissement a été un crime juridique, la loi d'amnistie va être une trahison civique, l'abandon de la République aux mains de ses pires ennemis. Votez-la, vous en serez punis avant peu, et elle sera plus tard votre honte. S'adresser comme ça au Sénat, ça demande quand même une certaine force de courage et de caractère. Et enfin, la lettre au président Loubet. Et c'est donc fini, Monsieur le Président, du moins pour le moment, pour cette première période de l'affaire que l'amnistie vient forcément de clore. Première partie de l'affaire. Il y aura donc une seconde partie. On nous a promis l'histoire. Je vous y renvoie aussi, Monsieur le Président. Elle dira ce que vous aurez fait. Vous y aurez votre page. Songez à ce pauvre Félix Faure, à ce tanneur déifié, si populaire à ses débuts, qui m'avait touché moi-même par sa bonhomie démocratique. Il n'est plus à jamais que l'homme injuste et faible qui a permis le martyre d'un innocent. Et voyez s'il ne vous plairait pas davantage d'être sur le marbre l'homme de la vérité et de la justice. Il est peut-être temps encore.
Moi, je ne suis qu'un poète, qu'un conteur solitaire, qui fait dans un coin sa besogne, en s'y mettant tout entier. J'ai reconnu qu'un bon citoyen doit se contenter de donner à son pays le travail dont il s'acquitte le moins maladroitement. Et c'est pourquoi je m'enferme dans mes livres. Je retourne donc simplement à eux, puisque la mission que je m'étais donnée est finie. J'ai rempli tout mon rôle, le plus honnêtement que j'ai pu, et je rentre définitivement dans le silence. Seulement, je dois ajouter que mes oreilles et mes yeux vont rester grands ouverts. Je suis un peu comme sœur Anne. Je m'inquiète jour et nuit de ce qui se passe à l'horizon. J'avoue même que j'ai la tenace espérance de voir bientôt beaucoup de vérité, beaucoup de justice, nous arriver des champs lointains où pousse l'avenir. Et j'attends toujours. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Ça n'est pas le même ton qu'au Sénat, mais ça dit exactement la même chose. Hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous dire dans le rôle que Zola a joué dans l'affaire Dreyfus, rôle décisif, qui reste à juste titre hein, dans la mémoire française, qui a été vraiment un moment de grandeur pour Zola. Il a authentiquement pris des risques. La prison et peut-être l'assassinat. Mais je ne voudrais pas terminer sans vous lire un autre texte de Zola, là pas du tout sur l'affaire Dreyfus, il est antérieur, il date de 1881, puisque Zola, comme je vous l'ai dit, a été un grand journaliste, et il date de l'affaire Dreyfus. Il est intitulé « L'élite et la politique ». Ah, ce fossé qui se creuse entre l'élite de la nation et ceux qui la gouvernent. S'il semble plus profond aujourd'hui, c'est que nos républicains soignent moins leur redingote, se montrent en négligés, mais la médiocrité de la dernière monarchie, la médiocrité du Second Empire étaient les mêmes, mieux cravatés sans doute. Et ce qui éclate, c'est la mise à l'écart des belles intelligences, c'est l'emploi reconnu impossible de nos grands hommes dans les affaires publiques. Ce sont ces affaires confiées à des entrepreneurs de bâtisse sociale, à des sortes de spécialistes, d'une moyenne intellectuelle désastreuse, recrutés parmi les affamés et les dévoyés, faisant le plus souvent leurs affaires avant de faire celles du pays. Toute ressemblance avec la situation actuelle est évidemment à écarter de votre esprit. Je vous remercie. Si vous avez des questions et si je suis capable d'y répondre, je vous écoute. Ah, sur l'intellectuel, très bien. Alors, on dit très souvent que le mot intellectuel est apparu dans la langue après J'accuse, où certains ont écrit « ce sont les intellectuels qui se dressent maintenant, c'est le parti intellectuel ». Alors en réalité, le mot intellectuel, dans le sens qu'il a pris après l'affaire Dreyfus, globalement, si vous voulez, l'engagement des professions intellectuelles, c'est-à-dire les hommes de lettres, les artistes, c'est dès 93. C'est pas à partir de 98. Hein. Le mot intellectuel apparaît dans la langue à ce moment-là. Et il prend évidemment une importance plus forte après J'accuse. Mais le mot est antérieur. Celui que Balzac avait essayé de mettre sur le marché, et ça n'a pas pris, c'est les intelligentiels. Hein, Balzac avait voulu créer un parti des intelligentiels. Ils sont réunis une fois dans un café et le parti a été dissous le lendemain. Mais peu importe. Hein. C'est-à-dire que Balzac avait déjà l'idée, si vous voulez, qu'une certaine élite pouvait apporter au gouvernement de la nation soit une impulsion décisive, soit des conseils éclairés, éventuellement une participation active. Et le mot intellectuel qui va être mis sur le marché lexical au moment de l'affaire Dreyfus, en fait, est antérieur d'une année à l'affaire Dreyfus. Pourquoi? Tout simplement parce que se constitue en France de plus en plus l'idée que
le rôle de ce que nous appelons aujourd'hui les intellectuels est en train de devenir un rôle majeur dans la société, où les intellectuels sont des figures de proue. Et ça, c'est l'héritage de quoi? C'est l'héritage de la conception hugolienne de l'écrivain, pour qui l'écrivain moderne, l'écrivain romantique pour aller très très vite, c'est d'être le mage et le prophète et le phare. Autrement dit, d'être le guide. Et ça, c'est le rôle de l'intellectuel, selon Hugo. Il n'utilise pas le terme, mais l'idée est là. Donc on est dans une évolution qui a, en 93, elle a largement une cinquantaine d'années d'antériorité. On pourrait dater, si vous voulez, le texte décisif de Hugo sur la chose, c'est le poème qui s'appelle « La fonction du poète » dans le recueil « Les rayons et les ombres » qui est de 1840. Et évidemment, l'exil hugolien va donner une résonance toute particulière à cette voix de l'écrivain, plus largement cette voix de l'intellectuel, par son intervention dans le champ politique de dénonciateur, de dénonciateur du régime du Second Empire. Mais n'oubliez pas que Victor Hugo, avant cela, a été un homme politique, puisqu'il a été député sous la Seconde République, en tant que député, il va vouloir mobiliser la résistance au coup d'État du 2 décembre 1851, et qu'il sera de nouveau homme politique après son retour d'exil, puisqu'il sera député et il fera partie de la Chambre qui part à Bordeaux après l'armistice de 1870, et qu'il va s'opposer à l'acceptation par la Chambre de Bordeaux des conditions posées par la Prusse, et d'ailleurs il démissionnera à cause de ça. Et après, il sera sénateur sous la Troisième République. Il a été élu sénateur parce qu'à un moment donné, dans la Troisième République, les sénateurs ont été élus. Il y avait deux types de sénateurs. Il y avait les sénateurs inamovibles qui étaient nommés, et il y avait les sénateurs qui étaient élus. Et Victor Hugo a été élu sénateur de Paris. Donc il a une très solide carrière politique. Et l'homme politique Hugo va être la figure de ce qu'on n'appelle pas encore l'intellectuel en politique. Donc voilà pour un très rapide historique de l'apparition du mot intellectuel et le sens que prend intellectuel au moment de l'affaire, juste avant l'affaire Dreyfus, puis pendant l'affaire Dreyfus. Eh bien, c'est le sens qui va progressivement s'installer et s'imposer dans la langue française, qui va d'ailleurs amener à des distinctions, puisqu'on ne va pas pouvoir dire un intellectuel est nécessairement de gauche. Il y aura les intellectuels de droite. Puisque intellectuel veut dire travailler dans le champ intellectuel, dans le champ des idées, et pouvoir se positionner politiquement différemment. Donc il y aura les intellectuels communistes, les intellectuels socialistes, les intellectuels de droite, les intellectuels de l'Action française. L'Action française a une forte dimension intellectuelle, etc. etc. D'autres questions? Oui. Oui, plus qu'une question, je voudrais une remarque, c'est-à-dire que les textes, en dehors de J'accuse, tous les textes que vous nous avez lus, Oui. je les ai entendus et ressentis un peu plus fortement par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que Zola, né en France, mais n'est pas français, il est italien. Oui, italien d'origine. Il sera naturalisé français presque à l'âge adulte. Donc, et voilà, on a aussi parfois ce discours-là il ne veut pas devenir français plus que les Français, mais on sent bien qu'il y a quelque chose... De l'étranger qui aime la France plus que les Français. Oui, il y a de ça, l'attachement à la patrie d'accueil, voilà. Ce qui est très fréquent, oui, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Alors, ces textes de Zola, il se trouve que quand j'étais plus petit, je les ai édités. Je pense que c'est encore disponible. C'est un livre de poche paru chez Pocket intitulé Zola, combat au pluriel pour la vérité, qui remonte à 2002, donc je pense que c'est encore disponible en librairie et à coup sûr en occasion. Donc là, vous avez à peu près la totalité des grands textes de Zola. Il n'y a pas tout, mais la totalité des grands textes politiques de Zola. Et comme je vous l'ai dit, je vous recommande la lecture
de Émile Zola, un intellectuel dans l'affaire Dreyfus, d'Alain Pagès. Bon, il y a énormément de livres sur Zola, d'excellente qualité, y compris d'excellents livres sur l'affaire Dreyfus. Il y a une bibliographie sur l'affaire Dreyfus qui est absolument gigantesque. J'en ai lu beaucoup, pas tous, mais qui sont tous plus intéressants les uns les autres, surtout que ce sont des hypothèses qui s'affrontent. Et ça, c'est intéressant de voir qui est vraiment coupable dans l'affaire, c'est la faute à qui, quelle a été la manipulation, mais encore une fois, c'est un peu bâti sur du sable tant qu'on n'a pas des documents, alors qui ou bien ont été mis au secret, ou bien ont été carrément détruits. Ce qui arrive malheureusement encore assez souvent pour les affaires qu'on appelle sensibles. Oui. Oui. Les protestants, les juifs, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les gallicans, l'église gallicane, et puis les francs-maçons. Voilà, la totale. Chacun de ces États étant un ennemi fondamental de l'État français, qui devrait être un État qui n'accepte pas de concurrence interne sur le plan idéologique, politique, religieux. Donc les protestants, c'est très clair. Les gallicans, ils sont en rupture au fond avec Rome. Les francs-maçons sont par essence des comploteurs, et les juifs sont les juifs. On ne peut pas définir autrement les juifs que comme étant des juifs, c'est-à-dire un corps étranger au sein de la nation. Donc ça, c'est la doctrine de l'action française, en tout cas sous la plume de Maurras. Et il appelle ça les 4 États confédérés, car naturellement, pour lui, il y a une alliance objective entre les francs-maçons, les protestants, les gallicans et les juifs. Le fondateur du musée Dreyfus nous a rappelé l'autre jour en le visitant la définition du mot juif dans un premier dictionnaire vers 1600. Enfin, c'est absolument horrible. Quoi. Oui. Voilà, il y a l'argent et... D'abord, ce sont les ennemis du christianisme, ce sont le juif perfide. Alors perfide qui veut dire qui est contre la foi. Le juif perfide qui a fait condamner Jésus-Christ, et ensuite ce sont ceux qui manipulent l'argent. Et après viendra une nouvelle notion, très rapidement, ce sont des apatrides. Donc ils sont bien partout, ils s'implantent partout, c'est comme un cancer qui métastase. C'est très exactement ça. Et après, il y aura toute la rhétorique qui va les déshumaniser, y compris pour les comparer à des animaux. Et vous avez en particulier, il y a un film nazi extraordinaire qui est une comparaison terme à terme entre les juifs et les rats. Oui, il y avait des affiches. Alors, mais le discours antisémite, il est effectivement très ancien. Et toutes les composantes de ce qu'on pourrait appeler le discours antisémite traditionnel se retrouvent dans l'affaire Dreyfus, en y ajoutant la trahison par essence. On peut même penser que Dreyfus n'aurait pas été condamné s'il n'avait pas été juif. Oui, mais ça c'est clair. En tout cas, il n'aurait pas été condamné comme il l'a été. On l'aurait viré de l'armée, on l'aurait dégradé. La séance de dégradation de Dreyfus est un moment absolument théâtralisé. Vous savez comment se passait une dégradation. On avait décousu à l'avance les galons et les boutons de l'uniforme, on les arrache un à un. Et puis il y avait un hussard qui devait faire presque 2 mètres, une espèce de colosse qui est décrit, qui prend le sabre de Dreyfus et clac sur la cuisse comme ça. Et Dreyfus qui ne cesse de clamer « Je suis innocent, vive la France !» et qui doit sortir, donc c'était dans la cour des Invalides, il doit sortir de la cour des Invalides, et là l'attend une foule derrière les grilles à bord Dreyfus. Ça a été un moment véridique. Et après ça, donc après la dégradation, hop, expédié en déportation. Et je pense un peu comme vous. Dreyfus est coupable idéal parce qu'il est juif. D'abord. D'autres questions? Non? Oui? Pardon. Oui. J'ai dit le 23, pardon, voilà. Correction, merci. Donc, pas de conférence en décembre. Prochaine conférence le 11 janvier. Donc, le roman français prenant en charge un Orient immense qui va de la Perse
c'est l'appellation du 19e, on ne dit pas Iran, comme vous savez, de la Perse à la Chine. Ça fait un grand espace. Et alors, ce qui me permet, pour ceux que je n'aurai pas le plaisir de revoir d'ici là, de vous souhaiter par avance d'excellentes fêtes de Noël et un très bon début d'année 2025. Voilà, allez en paix.